Les Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. La Macronie censure le film sur les huées du Stade de France. La presse complice? Avant de répondre à cette question et de traiter de nombreux sujets d'actualité, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de me consacrer essentiellement à mon travail de réinformation en me finançant à l'aide de ces merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur Ambrose France, Isabelle, Bruno Laurent, Nathalie Lubrano, Pierre Bourdin, Luc Tubiana, Thierry V et Gilles Baclé. Merci à eux du fond du cœur et je tenais véritablement à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Vous avez pu voir que je suis attaqué par des trolls, je dérange et vous volez à mon secours avec les petits pouces levés, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux et les gentils messages. Le titre du jour, oui, BFM TV a supprimé sa vidéo de Macron sifflé lors de son dernier discours. Pareil sur TF1, vidéo introuvable. Sur les réseaux sociaux, les rediffs de ce discours sautent toutes pour droit d'auteur. Le ministère de la Vérité ne veut pas que vous voyiez. Oui, tous ceux qui ont essayé de rediffuser cette vidéo se sont retrouvés dans la situation de Philippe Murer. Mon compte a été brièvement verrouillé pour un tweet sur Macron hué, sifflé sur la pelouse du Stade de France. Dans une courte vidéo, sachez-le, il est interdit de se moquer de sa majesté, Foutriquet Ier. Et lorsque l'on regarde la liste des tweets qui ont été supprimés, eh bien, vous avez à peu près toute la réinformation. C'est bien la censure qui nous frappe. Et là, j'ai envie d'intervenir parce que cela me rappelle un souvenir personnel. Est-ce que vous vous souvenez du geste de Dupond-Moretti? Eh bien, ma vidéo avait été supprimée pour droit d'auteur. J'avais fait une réclamation car je ne comprenais pas. C'était TF1 qui me réclamait des droits d'auteur pour cette vidéo. Or, c'était LCP qui avait filmé la scène. TF1 avait essayé de voler en quelque sorte les droits d'auteur de LCP. Ma réclamation, bien évidemment, avait abouti. On retrouve donc une certaine complicité entre les chaînes d'information et le pouvoir. Comment se fait-il que BFM et LCI suppriment la vidéo? Sur ordre de qui, à votre avis? Alors, il n'y a qu'une seule solution, eh bien, c'est de repasser la vidéo sur les réseaux sociaux, mais en utilisant les images, par exemple, de Sky News. Et c'est notre ami Kim Jong-un Parodi qui résume ce que je viens de vous dire. La Macronie et TF1 font sauter tous les posts qui relaient les huées de Macron au Stade de France. Même si X m'a censuré, je la reposte sous la bannière de Sky News. Allez, on continue à la diffuser massivement, car les macronistes veulent la faire disparaître. Mais la question qui nous chiffonne, pourquoi les macronistes veulent faire disparaître quelque chose que tout le monde a vu? Tout le monde en a en quelque sorte le souvenir. Eh bien, c'est qu'ils ont lancé une contre-attaque, un contre-récit à cette vérité. Ils expliquent que tous les présidents ont été hués. Non, ils n'ont jamais été hués par tout un stade, par 80 000 personnes. Ils nous expliquent que c'était que quelques spectateurs. Non, et je viens de vous le dire, c'est plus de 80 000 spectateurs qui ont hué Emmanuel Macron. Et enfin, ils finissent leur mensonge, leur propagande, en expliquant que le public du Stade de France a chaleureusement applaudi Emmanuel Macron. Lorsqu'on écoute la vidéo, ce n'est vraiment pas le cas. Un pur mensonge de dictateur. Et dans ces conditions, il faut faire disparaître la pièce à conviction. Oui, nous en sommes là aujourd'hui en France. Et normalement, on s'attendrait que les journalistes viennent au secours des citoyens français. C'est un contre-pouvoir. Bon, je sais, je rêve et on connaît la réponse. Les milliardaires qui possèdent la presse plument l'État. Pour faire face aux effets de la crise sanitaire, le gouvernement précédent a débloqué 666 millions d'euros d'aide à la presse sans la moindre contrepartie. Et les propriétaires ne sont quasiment pas mis à contribution. J'imagine que vous avez regardé le montant d'aide qu'Emmanuel Macron a donné à la presse. 666, c'est son chiffre fétiche.
Je vous renvoie à la vidéo que j'ai tournée à ce sujet. Dans ces conditions, on peut dire que la presse a vendu son âme au diable. Pour les cinéphiles, vous reconnaissez peut-être les deux acteurs et vous avez le titre, c'est La beauté du diable. C'est un film donc avec Michel Simon et Gérard Philippe. Michel Simon joue le rôle du vieux professeur Faust et Gérard Philippe le diable. Mais voilà, dans le pacte, il va y avoir un échange. Gérard Philippe va devenir le docteur Faust et le diable va prendre l'apparence de Michel Simon. Voilà, eh bien c'est un peu le cas de la presse qui est obligée par la suite, du fait de ses subventions, d'aider ni plus ni moins le gouvernement, comme nous l'avons vu avec TF1 et BFM, qui n'hésitent pas à supprimer les vidéos qui font du tort au chef de l'État. Et parfois même, ils participent à la communication gouvernementale. Souvenons-nous, horreur, Gerbet à côté du fils Arnaud. Et vous vous rappelez que toute la presse aux ordres a applaudi cette mise en scène digne de Joseph Staline. Comment peut-on trouver normal qu'un milliardaire propriétaire de journaux vole au secours du gouvernement dans une mise en scène digne de Joseph Staline? Et puis, il y a ce montant de 10 millions d'euros. Est-ce que ce ne serait pas un retour sur investissement d'Emmanuel Macron? Parce que la presse détenue par Bernard Arnault touche plus de 14 millions d'euros d'aide publique, notre argent. Et il faut ajouter les années précédentes. Et il faudrait applaudir quand M. Bernard met en scène son don de 10 millions au Resto du Cœur. On marche sur la tête. On comprend mieux que c'est non seulement un pacte faustien, mais des liaisons extrêmement dangereuses pour la démocratie. Et vous avez parfois des journalistes qui nous surprennent dans le mauvais sens du terme. Pensez à Perico, qu'on appelle la garce maintenant. C'est le compagnon de Natacha Polony. Alors pourquoi ce changement de nom? Eh bien, Perico autrefois était un ardent défenseur du terroir. Est-ce que c'est une imposture? Je vous donne les clés du dossier. Perico était sur la liste de Marc Fesneau, l'actuel ministre de l'Agriculture d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut défendre le terroir et en même temps être un ami de Marc Fesneau? Je vous pose la question, vous vous doutez de ma réponse. Et Perico, pour se défendre, avait expliqué « Vous inquiétez pas, Marc Fesneau sera auprès de nos agriculteurs ». Ah oui, l'actualité nous en fournit une excellente illustration. Incroyable, le ministre français de l'Agriculture, Marc Fesneau, refuse de protéger les éleveurs français de l'importation déloyale massive de volailles ukrainiennes, décidée par l'Union européenne en 2022, car il ne veut pas envoyer de signaux hostiles à Kiev. Oui, on a véritablement l'impression de rêver. Quant à Marc Fesneau, comme tous les ministres macronistes, il trahit évidemment ses électeurs. Et puis, il y a le dossier Natacha Polony. Natacha Polony, c'est donc la campagne de la garce. Mais vous ne trouvez pas que la liste est longue de ces jeunes femmes journalistes qui ont un proche, un conjoint, un mari, membre de la Macronie? La liste est très longue. On a l'impression que la presse ou la Macronie, c'est une même et grande famille. Pour ceux qui en douteraient, je vous renvoie à la famille Duhamel, un de mes précédents numéros. Il ne faut donc pas s'étonner qu'un macroniste soit à la une de tous les journaux, c'est Édouard Philippe. Présidentielle 2027, Édouard Philippe, les vertiges d'un favori. En publiant un livre intime et politique, l'ex-premier ministre s'avance vers 2027. Il cherche désormais son point de rupture avec Macron et le bon calendrier en espérant échapper au syndrome Juppé. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, c'est ça. Présidentielle 2027, Le Pen donné en tête au premier tour, Philippe le mieux placé dans la majorité. La chef du Rassemblement national recueille 30 à 33% d'intention de vote au premier tour, systématiquement en tête selon un sondage. Pas besoin d'être prix Nobel pour comprendre que la presse aux ordres, celle qui va dîner au siècle, je vous renvoie à un de mes précédents numéros, a décidé d'imposer Édouard Philippe comme successeur d'Emmanuel Macron. Cette presse aux ordres nous dépeint un homme courtois, posé, serein.
sans jamais préciser que 70% des Français ne veulent pas de lui, sans jamais s'attarder sur son bilan au poste de Premier ministre, sans jamais préciser exactement son programme. Eh bien, Béatrice Rosen, elle, s'y colle. La machine médiatique en marche pour Édouard Philippe. Si vous googlez Édouard Philippe, rien que dans les moins de 24 heures, vous verrez 3 pages d'articles sur lui. 3 pages en moins de 24 heures, avec environ 10 articles par page. Des Échos, Au Monde, JDD, Marianne, France Info, Challenge, Le Parisien, La Provence, BFM, Ouest en France. On est obligé de reprendre notre souffle. Nous sommes étourdis et à chaque fois, des commentaires élogieux dans 90% des cas. Y a-t-il ce matraquage pour tous les futurs candidats ? Est-ce que c'est une fabrication du consentement ? Vous avez bien compris, ce sont des questions oratoires. Car le bilan d'Édouard Philippe, nous le connaissons hélas. La fermeture de Fessenheim, les 80 km à l'heure, le déclenchement et l'éborgnement des gilets jaunes, le fiasco de la gestion du Covid, les confinements, il était pour la réforme des retraites. Et c'est ce personnage que la presse essaie de nous imposer. Mais quel est son véritable plan média ? Eh bien, le plan média, j'ai plus de poils. Mesure phare, retraite à 67, voire 70 ans. Mais qui sont les crétins qui peuvent voter pour ce sinistre individu ? Les mêmes qui ont voté Macron ? Oui, ce sont certainement les mêmes, mais après 6 ans d'expérience, il faut être un peu particulier. Est-ce qu'on a une idée du profil type ? Ah, si, quelqu'un m'a envoyé une photo. Voilà, je pense que celui qui est prêt à voter pour Édouard Philippe en 2027 doit ressembler à peu près à cela dans un fameux film de Francis Weber. Et puis, Édouard Philippe n'a pas de latitude. Il se contentera de mener les politiques qui sont décidées à Bruxelles, ces fameuses grandes orientations de politique européenne. Nous en avons des illustrations chaque jour. Prenez par exemple l'électricité. Un scandale ahurissant. Le prix de revient de l'électricité est de 6 centimes par kilowattheure. Les fournisseurs reçoivent 37 centimes par kilowattheure, 23 centimes par les ménages, et une compensation de 14 centimes par l'État. Cela coûte 30 milliards d'euros par an à l'État. Ce gouvernement jette l'argent par les fenêtres, puis dit qu'il n'en a plus. Et vous avez une augmentation de 73% de votre facture d'électricité. Et si vous voulez changer ce scandale, eh bien, il faut sortir de l'Union européenne. Mais vous le savez, tous les candidats qui vont être vantés par les médias aux ordres sont tous des européistes. Et les ministres n'hésitent pas à s'afficher, par exemple, avec les ministres allemands en expliquant l'amitié franco-allemande en action. Bruno Le Maire est-il au courant que l'Allemagne vient de signer un accord avec l'Espagne, l'Italie et la Suède pour fabriquer un nouveau char ? Donc la collaboration franco-allemande sur le char, c'est terminé. En outre, elle fait entrer IBM dans le SCAF, c'est-à-dire qu'elle fait rentrer des Américains dans le futur avion de combat. Enfin, je rappelle que nos amis allemands agissent dans l'ombre pour couler EDF et nous ont imposé l'éolien. Oui, l'amitié franco-allemande nous fait mal, on est dilaté comme jamais. Et puis, il faudrait aussi ajouter le scandale de Lampedusa. Au moment où von der Leyen veut plus d'immigration et agrandir l'espace Schengen, 5000 clandestins arrivent dans 112 bateaux à Lampedusa. L'Union européenne, c'est l'immigration incontrôlée. Rétablissons nos frontières nationales. Mais la question qui nous vient à l'esprit face à ce déferlement, pourquoi l'Europe laisse faire ? Parce que là, nos intérêts sont attaqués, dans une certaine mesure. Eh bien, pour bien comprendre ce qui se joue, on va faire un petit détour par l'Australie avec le PDG, le très sympathique Tim Gurner de Garner Group. Nous devons rappeler aux gens qu'ils travaillent pour l'employeur et non l'inverse. Nous devons écraser cette arrogance. Il faut que le nombre de chômeurs augmente. L'économie doit souffrir. Parfois, un capitaliste dit tout haut ce que les autres pensent pas si bas que ça. Bon, évidemment, c'est tellement violent et cynique, on dirait du professeur Alexandre le transhumaniste version Australie, qu'on réécoute encore et encore à la recherche de la moindre note d'humour. Mais non, ne cherchez pas, c'est du premier degré. Tapis à côté, c'est l'abbé Pierre, certes. Mais pour comprendre ce que dit Tim Gurner, il faut savoir quelque chose. L'Australie protège ses frontières et interdit toute immigration illégale. Et que se passe-t-il quand on interdit toute immigration illégale ? Eh bien, les travailleurs ont leurs droits préservés. Ils sont en position de force.
vis-à-vis de ces sales patrons comme type Garner. Et ils obtiennent des bons salaires, ils obtiennent des compensations. Alors, Tim Garner, ce qu'il aimerait, c'est qu'on ouvre grand les portes, qu'il y ait de la main-d'œuvre à bon marché pour faire de la concurrence, pour faire baisser les salaires et pour faire plus de profit. Tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer dans l'Union européenne? On ouvre grand les portes, on voit des patrons expliquer il faut absolument régulariser les clandestins, il faut créer des appels d'air, il faut créer de la concurrence sur les bas salaires. Voilà, vous avez compris ce qui se joue lorsque on laisse les portes ouvertes. Ce sont vos droits, c'est votre pouvoir d'achat qui est attaqué et je ne parle même pas de la sécurité. Alors vous avez Pustula qui a déclaré dans son discours de l'Union qu'elle a un excellent bilan. Oui, vous ne rêvez pas, elle ose tout. Et oui, tout va très bien, Madame la Marquise. Elle se moque vraiment de nous. Alors, ce qu'il y a de fascinant, c'est que l'Europe souffre d'inflation. Dans le discours de Pustula, elle nous déclare que l'inflation, eh bien, cela va durer parce que de toute façon, on ne peut rien faire. Et pour cause, Pustula défend les intérêts de l'Ukraine avant ceux des pays membres de l'Union européenne. Elle veut même accélérer l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. C'est vous dire. Lorsqu'on lui fait remarquer qu'il y a des problèmes de migrants, elle nous explique qu'il faut répartir les migrants dans l'ensemble des pays européens. C'est-à-dire que tous ceux qui viennent d'arriver à Lampedusa vont être répartis dans l'ensemble des pays européens. Est-ce que les membres de l'Union, les électeurs de l'Union européenne ont voté pour cela? Et puis, elle veut absolument signer ce pacte vert, aller beaucoup plus loin et mettre de l'éolien partout. Mais en Allemagne, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, c'est un véritable fiasco. Par contre, nous ne l'avons pas entendu discourir sur le Digital Act qu'a mis en place Thierry Breton, vous savez, cette loi de censure. Si on résume, Pustula a tout raté, elle a entraîné l'Union européenne dans la récession et l'inflation. Par contre, les citoyens européens qui voudraient se plaindre risquent d'être censurés. Et c'est ce personnage qui est soutenu par la presse aux ordres. Et puis, il faudrait ajouter une des décisions de la Commission européenne. Quel nom donner à ça, nous prévient François Asselineau. La Commission européenne va interdire à tout citoyen russe d'entrer sur le territoire européen avec un véhicule immatriculé en Russie, un ordinateur portable, un smartphone, bague et collier, du shampoing et tout produit de beauté. Oui, quel nom donner à ça? C'est simple, c'est de la russophobie pure et simple. Et il faut aussi rappeler qu'Emmanuel Macron a interdit aux journalistes russes l'accès à ses conférences de presse. Ce n'est même plus de la russophobie, c'est du racisme autorisé. Nous ne cessons de payer les erreurs, les trahisons d'Emmanuel Macron. Il y a une affaire qui est en train de remonter, qui est peut-être la plus grosse trahison d'Emmanuel Macron à ce jour. C'est la cession des activités d'Arabel, d'Alstom, à General Electric, son concurrent. Oui, comme le rappelle Yves Pozzo-di-Borgo, la France n'en finit plus de payer l'erreur de Macron. On se rappelle de quoi il s'agit. Selon les Échos, le rapatriement sous pavillon français des activités nucléaires de General Electric, donc Arabel, est freiné par les sanctions américaine liée à la guerre en Ukraine. Un gros caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron qui avait autorisé en 2014 la vente des très stratégiques turbines Arabel avant de décider de les racheter 8 ans plus tard. Il les avait cédés 500 millions de dollars, il est obligé de les racheter 1 milliard et les Américains traînent des pieds. Ils traînent des pieds parce que peut-être ils n'ont pas tout à fait fini de copier notre technologie. Allez, on va finir sur Joe Biden. Il est un peu comme Macron, le meilleur moyen de rester en place, eh bien, c'est d'exercer de la censure. La Maison-Blanche envoie une lettre aux médias exigeant un examen de la décision des Républicains dans le cadre d'une enquête de destitution. La Maison-Blanche dénonce la couverture médiatique d'une enquête à charge fondée sur des mensonges. Pression sur la presse, intimidation, censure. Eh bien, Macron et Biden, le corps du bien, utilisent les mêmes méthodes mafieuses. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce journal. N'hésitez pas à le soutenir, à le diffuser sur d'autres réseaux sociaux. On a besoin de vous face à la censure. J'ai passé une excellente journée. Au revoir.